Bonjour et bienvenue dans l'Info c'est clair. 2 nouveaux clusters identifiés en France avec la variante anglaise du virus. Hier, Jean Castex a annoncé la prolongation de toutes les restrictions sanitaires. Et puis côté vaccin, on accélère, on simplifie. L'Info c'est clair est intitulé « Le variant anglais qui fait trembler la France ». On le montre. Nos invités, Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France et auteur de « Qui veut la peau de nos généralistes ?» Voilà, on voit la pochette à l'écran. C'est chez Albin Michel. Agnès Ricard-Ribon, vous êtes membre de la Société française de médecine d'urgence, chef du service SAMU 95 dans le Val d'Oise. Donc, Alix Bouillaguet, vous êtes journaliste politique à France Télévisions et David Delos, journaliste économie à France Télévisions. Merci à tous les 4 de participer à cette émission en direct. Alors, avant de revenir sur les annonces, quelles sont ces annonces de Jean Castex hier? Je vous propose d'en écouter quelques morceaux choisis, sélectionnés par Alexandre Pérou. Dès le début de sa conférence de presse, le ton du Premier ministre est grave, il n'est pas question de baisser la garde. La deuxième vague est toujours là et nous ne sommes toujours pas sortis d'affaire. Nous devons retrouver une dynamique de baisse. Pour cela, Jean Castex a annoncé un nouveau tour de vis. Le couvre-feu à 20h est prolongé jusqu'au 20 janvier. Quant au couvre-feu à 18h en place dans 15 départements de l'Est de la France, la liste pourrait s'allonger. Les derniers chiffres nous amènent à identifier 10 départements supplémentaires, plutôt situés dans l'Est de la France, où pourrait également se poser la question d'une mise en œuvre de ce couvre-feu avancé. Pourraient être concernés le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Côte-d'Or, l'Yonne, le Cher, l'Allier, la Haute-Savoie, les Alpes de Haute-Provence, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. La décision sera prise demain soir après concertation pour une entrée en vigueur dimanche. Enfin, le Premier ministre a confirmé le report de la réouverture des établissements fermés. Toutes les activités, tous les établissements, tous les équipements qui sont aujourd'hui fermés le resteront encore jusqu'à la fin de ce mois. La mesure concerne les établissements culturels, cinémas, musées, salles de spectacle, mais aussi stations de ski. Une décision sera prise le 20 janvier avant une éventuelle réouverture le 1er février. Les bars, cafés et restaurants devront eux rester fermés jusqu'au moins la mi-février. Alix Bouillaguet, sur la forme d'abord. Hier, on avait un Jean Castex assez offensif, qui était agacé en disant « mais arrêtez avec vos polémiques ». Et puis en train de dire « quand on se compare avec les autres finalement ». Alors, sur le terrain de l'épidémie, en tous les cas, on est meilleur que les autres. Alors oui, agacé peut-être, mais un peu de mauvaise foi quand même, il faut le reconnaître, parce qu'il y a un changement de communication qui est radical, notamment sur le fait que maintenant, ils assènent tous que l'espoir, c'est le vaccin. Si on revient il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire juste avant Noël, même le professeur Alain Fischer, quand il nous parlait du vaccin, c'était quand même avec beaucoup de précautions et même un petit côté un petit peu angoissant. Donc, changement de communication. Le vaccin, désormais, c'est l'espoir. Et puis, changement total de stratégie. Alors, certes, sous la pression, et ça, il l'oublie, la pression des élus notamment, mais la priorisation de la population à vacciner, elle a totalement changé. Les vaccinodromes, il ne fallait pas en parler d'ici la fin du mois, il y en aura 600. Alors, on appelle ça des centres de vaccination. Donc, il y a juste un petit jeu sémantique. Et puis... cette stratégie qui était vraiment axée sur les anti-vaccins, qui ne sont que finalement 14% en France, et sur la peur des procès, elle a été totalement balayée. Maintenant, on y va, on vaccine. On est positif, on vaccine, on ne se pose plus de questions. Il y avait que les médecins qui pouvaient vacciner. Maintenant, tout le monde peut y aller de sa petite piqûre. On va revenir largement sur le changement de pied sur la campagne de vaccination. D'abord, l'épidémie, Jean-Paul Hamon. C'est vrai qu'on a encore eu les chiffres hier. 21 000 contaminations, c'est peu. Enfin, c'est pas... La France est plutôt bonne élève. Vous le constatez d'ailleurs dans votre cabinet, ça n'est pas l'effervescence? Écoutez, c'est pas l'effervescence. Enfin, moi, j'ai fait deux tests antigéniques hier à des gens qui étaient symptomatiques. C'était positif. Donc, l'épidémie est là. Le nombre de contaminations, c'est vrai, est élevé, mais ce qu'on regarde, c'est le nombre d'hospitalisations et le nombre de gens en réanimation. Pour le moment, c'est stable, mais on est sur un plateau qui est extrêmement élevé. Donc, il faut être extrêmement prudent. On a le 25 décembre, c'est bien passé. Le 31 décembre, c'est celui-là qu'on redoutait. Est-ce qu'on sait ce qu'il en est, ou sinon, quand le saura-t-on? On le saura le 15 janvier, puisqu'il faut 15 jours pour voir ce qui s'est passé. Pour Noël, il n'y a pas eu de catastrophe, mais
c'est pas une surprise parce que vraiment, moi, tous les patients qui sont venus me voir en consultation et qui avaient l'intention de passer Noël en famille, je peux vous dire qu'ils faisaient très, très attention. Hein. Leur famille, ils y font gaffe. Donc, ils respectaient les mesures barrières, ils mettaient les masques, il y avait de la distanciation, ils aéraient les pièces. Là-dessus, il y avait une grande prudence. Par contre, le 1er janvier, là, avec ce qui s'est passé à Lioran, et puis sans compter les fêtes qui ont pas été identifiées à 20 ou 30, je peux vous dire que là les fêtes à 20 ou 30, vous croyez qu'il y en a eu plus que ce qu'on veut bien croire? Bah écoutez, quand on voit que 2500 personnes, ça passe quasiment inaperçu, et qu'on s'en aperçoit quand il y a 2 barnums de montée, on se dit que 20 ou 30, il y a dû en avoir quelques-unes qui sont passées sous les radars. Hein. Agnès Ricard-Ribon, au SAMU, comment ça se passe? Ça sonne beaucoup moins qu'au printemps, et là, c'est quoi? Vous avez un rythme de croisière, vous redoutez les conséquences du 31? C'est un plateau, je dirais plutôt haut, avec un nombre de patients Covid suspects stables, mais quelques formes graves qu'on voit réapparaître quand même, avec des admissions directement en réanimation. Donc on est Forme prudent. grave, c'est quoi? Alors, ce sont des gens qui disent tout d'un coup, là, ils sont dans leur lit, ils avaient beaucoup de fièvre, tout d'un coup, ils estiment qu'ils n'arrivent plus à respirer vraiment de façon préoccupante. Voilà, ils deviennent vraiment très dépendants de l'oxygène, au final. Hein, mais ils ont des bombes d'oxygène chez eux, déjà? Non, alors il y a les patients qui sont déclarés déjà Covid et qui s'aggravent au moment de cette fameuse transition à J7. J+7 après les premiers symptômes. Après les premiers symptômes. Et puis il y a des patients qui n'ont pas forcément eu de symptômes ou qui les ont un peu négligés et qui, là, ce sont des Covid, ce qu'on appelle les Covid suspects, pour lesquels on va directement dans les services de réanimation. Non, pas forcément. Avant qu'ils s'aggravent, on va dans les services d'infectiologie dans des filières un peu spécialisées pour Covid suspect, de façon à bien garder au niveau de l'hôpital 2 filières. Une filière Covid-free, ce qu'on appelle sans Covid pour les maladies normales, et une filière Covid suspect. Et je rappelle, mais une fois de plus, parce que vous le dites souvent, hein, quand on sent que ça s'aggrave, ne pas aller aux urgences, on téléphone au 15. Hein, alors, tout à fait. Et c'est bien utiliser le système de soins pour éviter la saturation du système de soins. S'il n'y a pas de signes qui inquiètent, c'est l'appel au médecin traitant. S'il y a des signes qui inquiètent, on ne va pas aux urgences spontanément, on appelle le 15. Il y a un médecin qui répond, qui évalue le besoin de santé, qui va renvoyer vers la médecine de ville s'il n'y a pas de signe de gravité et qui va adresser le patient dans la bonne filière, dans l'hôpital capable de le prendre en charge s'il y a des signes de gravité, que ce soit juste pour avoir besoin du plateau technique sans avoir besoin de la réanimation ou directement en réanimation si on a une pathologie grave. Et vous venez le chercher en SAMU alors dans ce cas-là? Complètement. C'est en fait l'hôpital qui se déplace à domicile, qui débute les soins, y compris les soins de réanimation à la maison et qui adresse après le patient dans la structure qui a des lits disponibles et non pas forcément l'hôpital le plus proche qui pourrait être saturé. Alors, ce qui inquiète, bien sûr, au-delà du 31, c'est surtout ce fameux variant anglais. 2 nouveaux clusters ont été identifiés. L'un dans un établissement de santé à côté de Rennes, l'autre en milieu scolaire à Bagneux, c'est en région parisienne. En tout, il y a 19 personnes en France maintenant qui ont été détectées, mais on pense qu'il y en a bien plus, bien sûr. 19 personnes en France qui ont été détectées avec ce variant anglais. Je vous propose de voir ce sujet de Catherine Rougerie et Virginie Travers. C'est une nouvelle menace qui plane sur la France. Le variant anglais du coronavirus est déjà bien présent sur le territoire et inquiète jusqu'au plus haut sommet de l'État. Nous regardons cela, je peux vous garantir, comme le lait sur le feu. Que sait-on de ce nouveau variant arrivé en France ? Un système renforcé de détection et de séquençage est actuellement mené pour évaluer précisément son taux de circulation. Si on en détecte 10, sans doute qu'il y en a déjà 100, 1000, 10 000, j'en sais rien du tout en fin de compte. Donc aujourd'hui, c'est essayer, en tous les cas, ceux qu'on va identifier, de les tracer le plus rapidement possible pour isoler ces personnes et pour éviter toute diffusion de ce virus. Parce que même s'il ne provoque pas des cas plus sévères, il est, semble-t-il, très contagieux. Une nouvelle fois, les scientifiques le rappellent, les mesures barrières restent la meilleure des protections. Alors Jean-Paul Hamon, hier Jean Castex a dit, pour tous ceux qui viennent d'Angleterre, test PCR de moins de 72 heures, je crois. Oui. Oui, non, mais là, la façon dont Olivier Véran surveille le lait, je peux vous dire, sa casserole, elle a attaché. Hein, parce que les gens qui rentrent actuellement en France, on exige seulement un test PCR négatif de moins de 3 jours. Il faudrait les garder 7 jours confinés.
les faire sortir s'ils ont de nouveau un test PCR, et là, ça irait. Je vous signale... Pour ceux qui viennent d'Angleterre, Pour ceux qui viennent d'Angleterre, écoutez, il y a une épidémie qui flambe en Angleterre, on a déjà des variants, il faut vraiment, en France, il faut vraiment arrêter la chose très vite, parce que vous venez de France, vous allez en Angleterre, vous avez un test PCR que vous devez payer, et vous restez 5 jours chez vous. Si vous ne faites pas le test, si vous ne voulez pas payer le test, vous restez 10 jours chez vous. Donc là, on est quand même un petit peu surpris de ce qui se passe en Angleterre, les mesures qui sont prises. Du traitement qu'ils nous infligent. Mais chez nous, c'est open bar. Et de la gentillesse. Chez nous, c'est open bar. C'est une vraie passoire, alors qu'on a une épidémie en Angleterre qui flambe et c'est des mesures qui sont complètement inadaptées. Autre chose, est-ce qu'on sait le détecter, ce virus anglais? Parce que les Anglais, ils en ont beaucoup, mais parce qu'ils le détectent systématiquement. Nous, nos tests PCR, ils ne disent pas si on a la variante normale ou la variante anglaise. Donc, ils ont commencé à installer des systèmes pour vérifier si c'était le mutant ou pas. Mais ce qu'il faut, c'est que le test PCR ne doit pas suffire pour rentrer en France. Il faut garder la personne confinée 7 jours, elle refait un test PCR, et si elle a un problème, elle rentre. C'est le Japon et l'Australie. Vous allez au Japon, vous restez 14 jours à vos frais à l'hôtel, et vous sortez. En Australie, c'est pareil. Là, chez nous, on a une épidémie en Angleterre qui flambe. Il y a les gens qui arrivent en avion, en bateau, en train, juste avec un test PCR. On a vraiment envie que ça flambe? Alors, Agnès Ricard-Ribon, ce qu'on sait apparemment, c'est qu'il est très contagieux, mais il n'est pas forcément plus méchant, mais s'il est très contagieux, en valeur absolue, ça fait plus de monde à l'hôpital. C'est exactement ça, c'est qu'il n'y a pas un pourcentage plus important de formes graves. Sauf que si on augmente la population qui est contaminée, forcément le pourcentage en valeur absolue, le nombre de patients qui vont avoir besoin de la réanimation et le risque de saturation donc, des hôpitaux, il est bien réel. Donc il faut impérativement, mais on le dit depuis le début de l'épidémie, que ce soit pour ce variant-là ou que ce soit pour le variant précédent, faire en sorte que le niveau de contamination soit le plus faible possible pour pouvoir permettre de faire le contact tracing et l'isolement et éviter que ça reflambe. Là, on n'a pas fini la deuxième vague, en fait. On parle déjà de troisième vague, mais la décroissance a bien fonctionné par le confinement, sauf qu'on n'est pas revenu. On est plutôt en train de remonter, là. Parce là, on est plutôt vers les 21 000. Voilà. En tout cas, on n'est pas descendu au niveau que l'on souhaitait, comme en première vague, pour pouvoir contrôler vraiment l'épidémie. On reste en plateau. Et ce que disent pas mal de gens, c'est que si jamais ça repart, il faudra revenir au confinement comme au printemps dernier, quoi. Alors, il y a deux choses qui fonctionnent. Il y a le confinement et il y a la vaccination. La vaccination, c'est pas pour tout de suite, on a lancé la dynamique, mais ça ne permet pas de protéger toute la population dans le mois qui va venir. Donc, forcément... Alors, l'un des endroits, et ça, tous les scientifiques le disent, où le virus circule pas mal, c'est à l'école. On le sait que, contrairement à beaucoup de pays européens, la France a fait le choix de laisser ses écoles ouvertes. Nos petits écoliers sont à l'école. Pourtant, on l'a dit, elles sont suspectées d'être responsables de la propagation de la maladie. Vous voyez ce sujet d'Anthony Joly et Claire Vérove. Alors que les enfants ont parfois voyagé pendant les vacances, vu beaucoup de monde, la question revient. Les plus jeunes risquent-ils de contribuer à une flambée de l'épidémie ? C'est ce que semble montrer une récente étude britannique. Les jeunes participeraient activement à la circulation du virus. Les adolescents de 12 à 16 ans notamment seraient 7 fois plus susceptibles que les adultes d'être la première personne contaminée au sein d'un foyer. Autrement dit, le plus souvent, c'est l'adolescent qui contamine les autres personnes de la maison. D'ailleurs, le chiffre baisse quand les enfants sont en vacances et repart à la hausse à la rentrée. Ce qui ressort quand même de ce rapport, c'est que la fermeture des écoles reste un levier pour endiguer l'épidémie, et c'est ce qu'on observe chez nombre de nos voisins européens. L'Angleterre et l'Allemagne ont par exemple choisi de fermer leurs écoles pour reprendre le contrôle de l'épidémie. Faut-il faire de même en France ? La majorité des parents que nous avons rencontrés ne veulent pas en entendre parler. Je trouve que les risques psychosociaux ils sont encore plus graves d'enfermer tout le monde. Donc non, j'espère que les écoles vont rester ouvertes malgré tout. Oui, ils sont vachement bien protégés. Et puis il y a assez des restrictions au niveau scolaire, donc je n'ai pas d'inquiétude à me faire, quoi. Au sein de l'école, la cantine est l'un des endroits les plus à risque de contamination. Peu de distanciation, pas de masque en mangeant. Alix Bouillaguet, on voit bien, on a l'impression que c'est un totem pour le gouvernement. On met les enfants à l'école. Oui, c'est un totem, mais c'est vrai que sur ce dossier-là, Jean-Michel Blanquer, c'est un quasi forcené, c'est-à-dire qu'il tient vraiment à ce que l'école reste ouverte
le plus longtemps possible. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi... pour l'instant, sur les vaccinations concernant les enseignants, c'est vrai que certains se disent pourquoi est-ce qu'on les vaccinerait pas eux en priorité pour finalement les protéger. C'est vrai que le gouvernement y a pensé, parce qu'il y a pas mal de catégories comme ça qui peuvent éventuellement être vaccinées. On peut penser aux caissières. Oui, si le virus circule à l'école, autant vacciner ceux qui sont exposés à l'école, c'est-à-dire les enseignants. Exactement. Mais alors ça, ils y ont pensé, mais ils ont tout de suite refermé la porte en disant que c'est aussi ouvrir la porte, la boîte de Pandore. C'est-à-dire que beaucoup de catégories de personnel vont commencer à demander à se faire vacciner. Et les policiers, ils ont vu les pompiers il y a 2 jours se faire vacciner. Ils se sont dit, pourquoi pas nous? Donc forcément, ça crée, on va dire, du désir. Donc ça a été tout à fait... le gouvernement a décidé d'y renoncer complètement et de rester sur une stratégie qui commence peu à peu à être lisible, c'est-à-dire les plus âgés, les plus fragiles. David Delos, ce qu'on a vu aussi dans le reportage, c'est que les parents tiennent à ce que les enfants aillent à l'école, et c'est presque, on a l'impression, un petit peu égoïste. On ne veut plus les enfants comme au premier confinement dans les pattes et qui travaillaient en Zoom. Il y a plusieurs facteurs. C'est-à-dire qu'effectivement, avoir les enfants à la maison, ça veut dire qu'il faut trouver des moyens de garde, puisqu'on n'est plus confiné, il faut bien le rappeler, on n'est plus confiné, donc il faut trouver des moyens de garde. Ça coûte de l'argent. Et en ce moment, on préfère garder son épargne de précaution. Et puis, autre élément d'importance, le télétravail se développe de plus en plus. Et faire du télétravail avec les enfants à la maison, c'est tout aussi compliqué. Donc, effectivement, pour les parents, c'est un véritable enjeu économique, social et professionnel. En fait, c'est toute une chaîne. Voilà, il y a l'éducation des enfants et il y a le travail des parents derrière. Et pourtant, Jean-Paul Hamon, je vous voyais réagir là quand vous voyiez tout à l'heure dans le reportage la cantine là, avec les enfants qui enlèvent le masque, qui en plus se sentent invulnérables face à ce virus. Ça circule joyeusement dans les cantines. On a du mal à imaginer qu'on puisse fermer les restaurants et qu'on laisse les cantines scolaires ouvertes. C'est absolument invraisemblable. Qu'on n'ait pas réussi à trouver une solution pour faire manger les enfants à l'école dans des conditions de sécurité et d'absence de contamination depuis le temps, depuis la rentrée scolaire, depuis qu'on savait que les écoles allaient rouvrir, c'est invraisemblable. Et puis pour revenir au télétravail, alors je veux vous dire que moi j'ai vu quelques femmes qui revenaient, qui sont venues me voir après le confinement, elles étaient au bord de la crise de nerfs. Elles faisaient leur télétravail et s'occupaient des enfants à la maison, et en plus elles faisaient l'enseignement. Donc je peux vous dire... Et donc c'est insoluble, vous comprenez bien que si on ferme les écoles, mais ils n'en pouvaient plus. Il va y avoir des crises de nerfs chez les parents. Mais pire qu'une crise de nerfs, je peux vous dire que là, la femme qui arrive en consultation, qui s'assoit, qui vous dit « Ah docteur, je suis fais tout là, enseignant, cuisinier... » Tout de suite, je peux vous dire que celle-là, elle est mûre, elle n'en peut plus, Donc, c'est vrai que là, il y a eu des cas de déprime. Donc, vous comprenez qu'on laisse ouvert les écoles pour la santé mentale des parents. Mais bien sûr, mais ils ne prennent pas de risque avec la cantine. Je n'arrive pas à comprendre comment on n'a pas pu s'adapter, avoir des espèces de plateaux repas où les gamins, ils mangent, ils peuvent manger des plats tout seuls dans leur coin, etc. Enfin bon, c'est invraisemblable qu'on les laisse... De l'autre côté, est-ce que les infrastructures sont prévues pour ? Parce que c'est vrai qu'une cantine, quand il faut dédoubler le nombre de places pour laisser de l'espace entre chaque élève, peut-être que c'est... Il y a des cours d'école, il y a des préaux, il y a maintenant les gamins, ils mangent des boîtes, des box, etc. Enfin, vraiment, on aurait pu inventer un truc intelligent. Agnès Ricard-Ribon, est-ce qu'on sait si ça passe par les enfants ? Est-ce qu'on sait d'ailleurs comment les gens... Est-ce qu'ils vous le disent, vous, les gens, comment ils se contaminent ? Ils le savent ? Oui, c'est par mes enfants. Dire que l'enfant est le patient zéro d'une contamination intrafamiliale, aujourd'hui, je n'ai pas cette information. Par contre, comme tout ce qu'on fait en médecine, on pèse le pour et le contre, avantages, inconvénients, bénéfices, risques. Et il y a des conséquences sanitaires, pas que sur les enfants, pas que sur les parents, mais sur les enfants, de l'arrêt de l'école. Et aujourd'hui, je crois que la majorité des soignants et des politiques sont favorables au maintien des écoles pour une raison très simple, c'est qu'on a vu des effets extrêmement délétères sur le plan sanitaire, la fermeture des écoles, sur les enfants, sur les risques psychologiques, l'isolement, les conséquences évidemment en termes pédagogiques qui peuvent se voir sur de moyen long terme, les décrocheurs, mais on a eu des enfants battus, des femmes battues et des enfants qui se sont vraiment isolés. Donc dans la balance bénéfice-risque, où est-ce qu'on met le curseur ?
Clairement, au jour d'aujourd'hui, les enfants font peu de formes graves, très peu. Le variant anglais pourrait avoir des enfants qui sont un peu plus contaminants, mais pas forcément plus de formes graves. Et par contre, les conséquences de la fermeture des écoles, là, par contre, on les a bien vues. Vous, c'est vrai qu'au SAMU, vous arrivez chez des familles et vous voyez bien que l'école est pour eux un échappatoire, un retour. Enfin, vous voyez bien que vous assistez parfois à des scènes un peu compliquées au sein des familles confinées. Vous l'avez Que ce soit quand on arrive sur place, quand on va dans les familles, mais aussi au téléphone. On ne déplace pas forcément toujours une équipe, parce qu'il y a beaucoup de conseils que l'on fait par les médecins généralistes aux côtés des médecins urgentistes. Donc, tous les patients qui nous appellent n'ont pas forcément du personnel soignant qui vont à leur domicile, mais on sent la détresse par téléphone. Et les médecins traitants sont confrontés à il y a aussi le repas. Il y a des enfants pour qui le repas à la cantine, c'est le seul repas de la journée. Je peux vous dire que ça, c'est pas négligeable. Alors, il y en a qui sont confinés depuis fin octobre. Ce sont les étudiants. On a par Skype, par visioconférence, Anastasia. Bonjour Anastasia, vous êtes en 3e année de droit international à la FACO. Donc, ça fait. J'imagine qu'au début, vous pensiez que ce serait temporaire. Depuis fin octobre, ça veut dire que quotidiennement, vous passez vos journées devant votre ordinateur à suivre des cours? Oui. Depuis fin octobre, depuis la fin des vacances de la Toussaint. Et comment ça se passe? Alors, on arrive à bien suivre, ça se passe bien. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez? Alors, oui, on arrive à bien suivre parce qu'on a eu une sorte, malheureusement, d'entraînement à partir de mars dernier. Donc, nous, on avait eu un semestre pour s'habituer un peu aux outils de cours à distance. Et puis, j'ai la chance, dans ma faculté, on est des petits effectifs, donc c'est plus facile de suivre. Mais c'est quand même pas la même chose qu'avoir un prof devant nous, d'avoir des échanges. Et puis, du coup, on passe pratiquement 8 heures par jour vraiment devant notre écran d'ordinateur, à regarder d'un œil le professeur dans la petite vidéo, de l'autre notre document. Donc, on finit avec des migraines pas possibles. Et puis, on sent que ça va se prolonger encore et encore. Et 1 an de cours à distance, ça commence à être un peu long. Et puis, il y a beaucoup d'élèves qui décrochent. Sur le plan personnel, Anastasia, je crois que vous étiez dans un petit appartement parisien qui, du coup, s'était transformé en cellule. Et c'était ça, peut-être, le plus dur. Vous en avez eu ras-le-bol. Vous êtes retourné chez vos parents, quoi. Oui, en temps normal, disons que c'est pas une cellule, mais là, se retrouver toute seule toute la journée, ne pas sortir pour aller à la fac, ne pas sortir pour voir des amis et être toute la journée devant un écran d'ordinateur, on est beaucoup à avoir préféré rentrer chez nos parents, quitter Paris ou pas, mais au moins voir un peu de monde, avoir un peu plus d'espace, passer de notre chambre au salon, par exemple, d'un cours à l'autre. Et là, je crois que vous passez les examens en ce moment. Alors, pas aujourd'hui, mais hier et demain. D'ailleurs, on va vite vous laisser parce que vous devez les réviser. Comment on passe des examens en ligne? On a tout pour tricher. C'était la grande question, justement, de nos professeurs et de nous, les étudiants. Donc, heureusement, j'en ai pas demain parce que c'est samedi. Ce serait un peu méchant. Mais la plupart des examens, du coup, on n'est pas interrogé sur des connaissances de cours. On ne peut pas avoir de questions de cours. Forcément, on a notre classeur à droite, Internet devant nous. Donc, ils ont essayé de faire beaucoup plus de dissertations, de questions de réflexion, parfois des oraux, parce que là, on ne peut pas trop sortir notre petit cahier devant nous avec le professeur qui nous regarde. Mais c'est sûr que c'est une source de stress supplémentaire et d'organisation. Notre faculté a réussi à organiser ça de manière assez fluide. On les en remercie, mais on voit bien qu'il y a d'autres établissements où ça a été un peu la catastrophe. Allez, merci beaucoup Anastasia. On vous laisse à vos révisions et puis bonne chance pour la fin de l'année. On souhaite vivement que vous repreniez les cours en présentiel, comme on dit maintenant. Merci. Oui, David Delos. Je voulais juste rajouter un petit mot sur la situation économique de cette population particulière que sont les étudiants. Le ralentissement économique que connaît la France et plus largement le monde, ça veut dire moins de boulot, moins de petits boulots. Et effectivement, on se retrouve avec des étudiants qui aujourd'hui ont du mal à boucler leur fin de mois. Et ça, c'est une préoccupation vraiment première pour l'exécutif. Voilà, et puis j'annonce, ça tombe à l'instant, dépêche AFP, le fameux cluster dont on a parlé près de Rennes, finalement l'ARS annonce que la contamination ne correspond pas
au variant britannique. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est apparemment le variant old school. Alors maintenant, le gouvernement a donc décidé, on va en parler, d'accélérer la campagne de vaccination. Je me tourne vers vous, Lucile De Villers. Donc Jean Castex, hier, a fait une série d'annonces pour qu'en matière de vaccination, ça aille plus vite et plus fort, comme disait Emmanuel Macron lors de ses vœux du 31. Oui, regardez la courbe de l'évolution de la vaccination en France. C'est très net, hein. Le gouvernement accélère son processus. On est passé d'environ 500 personnes vaccinées au 1er janvier pour atteindre 45 000 hier. C'est presque 100 fois plus de personnes vaccinées en moins d'une semaine et ça va encore augmenter. Alors, pour vacciner davantage, il faut aussi plus d'infrastructures. Olivier Véran a annoncé hier que des lieux de vaccination allaient être créés. Certains les appellent les vaccinodromes. Il y en a actuellement 100. À partir de lundi, 300 pour atteindre finalement 600 à la fin du mois de janvier. Et dans 10 jours, à partir du 18 janvier, les plus de 75 ans et les personnes handicapées hébergées dans ces centres pourront se faire vacciner. Inscription ouverte dès la semaine prochaine. Et enfin, toute dernière précision importante, Jean Castex a finalement décidé, comme en Angleterre d'ailleurs, de permettre d'administrer la deuxième dose du vaccin, non pas 3 semaines après, mais 6 semaines après, ce qui permettra de vacciner plus de monde. Merci beaucoup, Lucile De Villers. Finalement, Jean-Paul Hamon, on fait tout comme nos voisins. Là. On fait comme en Angleterre, on passe de 3 à 6 semaines entre la première et la deuxième dose qui permet de vacciner plus. Et comme en Allemagne, on fait des vaccinodromes. Oui, c'est-à-dire qu'on comprend que le gouvernement a hésité à recourir au vaccinodrome quand on se souvient du succès qu'ils avaient eu en 2009. Oui, mais il faisait peur à personne, le H1N1. Attendez. Nous, en 2008, les médecins généralistes vaccinaient tranquillement dans leur cabinet 12 millions de personnes. 12 millions. Avec les vaccinodromes, on en a vacciné 6 millions. D'accord, je vous fais grâce des 96 millions qui avaient été commandés. Était-ce un vaccin qu'il fallait conserver à moins 70 degrés? Oui, non, mais là, attendez, mais il n'y a aucune difficulté. Moins 70 degrés, il faut 10 heures pour le décongeler. Donc, pourquoi on ne s'appuie pas sur la distribution actuelle, c'est-à-dire les répartiteurs de pharmacie récupèrent dans le supercongélateur, ils ont 10 heures pour l'amener tranquillement à la pharmacie, qui sont livrés, je vous rappelle, partout en France, 2 fois par jour. Le médecin généraliste, il connaît ses patients qui sont fragiles. Il peut avoir un certain nombre de vaccinations à faire. Il commande à la pharmacie, qui livre en temps réel, et on vaccine les gens par paquet de 5. Ça aurait été vraiment trop simple. Je peux vous dire que les gens que j'ai vus en consultation... Ils vous en parlent beaucoup d'ailleurs du vaccin. Mais à chaque consultation, il est question du vaccin. Est-ce que ça les inquiète? Parce qu'on dit beaucoup qu'on s'est trop intéressé aux Français inquiets des conséquences de ce vaccin en disant on ne sait pas tout. Tous les gens écoutez, j'ai fait un test sur la vaccination, sur la consultation d'avant-hier. J'avais 15 personnes le matin, on a parlé vaccin. Ils ont amené le sujet sur la table, tout seul. Eh bien, il y en avait 13 qui étaient éligibles parce qu'ils avaient plus de 75 ans ou qu'ils avaient des comorbidités, parce que les gens qui viennent nous voir, quand même, ils sont malades. Donc, j'en avais 13 sur 15 qui étaient d'accord. J'en avais 13 sur 15 qui étaient d'accord pour se faire vacciner, à condition que ce soit moi. J'ai dit, bon, écoutez, je ne sais pas si ce sera possible, mais en tous les cas, ça aurait été possible. Et d'ailleurs, alors, on va continuer encore un peu avec vous. Vous êtes fait vacciner. Oui. Ça a même été filmé par les caméras. On va voir la photo. Vous étiez avec Michel Simès. Parce que les autres... Non, moi, j'étais pas avec Michel Simès. Et pourtant, alors vous, c'est ceinture et bretelles, parce qu'on va trahir un autre secret. Vous avez eu le Covid, donc vous êtes censé être immunisé, vacciné. Donc là, plus besoin de masque. C'était il y a 8 mois. Et vu mon âge avancé, je me suis pas fait de test, mais effectivement, l'immunité, elle va pas durer éternellement. Donc, je me suis fait vacciner. Et la haute autorité de santé dit qu'on peut se faire vacciner si on l'a fait depuis plus de 3 mois. Comment vous vous sentez? Parfait. J'ai eu un petit peu de courbature hier, mais maintenant, aujourd'hui, ça va. Alix Bouillaguet, on sent que là, le gouvernement français, il y a toujours un match France-Allemagne qui traîne. Et là, on a été humilié. Humilié dans les grandes lignes, clairement. Mais en fait, il y a un match aussi qui a été extrêmement humiliant, c'est que l'Allemagne, elle avait choisi d'entrée de jeu une autre stratégie que la nôtre, puisque c'était vaccinodrome et on vaccine à tout va. Mais par exemple, si on regarde du côté du Portugal, le Portugal, il avait exactement la même stratégie que la nôtre, c'est-à-dire les résidents dans les EHPAD, les plus fragiles, et puis le personnel soignant. Et là, c'est vrai que ça a été, quand nous, on en était à une petite centaine de vaccinés, au Portugal, on en était, on frôlait les 30 000 en quelques jours. Donc ce match-là, il a été effectivement aussi dur à vivre que celui avec l'Allemagne. Et encore une fois, aujourd'hui, ce qui est surprenant, c'est que le gouvernement ne reconnaît pas ça et continue de dire que
ce choix de la vaccination lente, cette lenteur assumée, c'était parce que c'était la haute autorité de santé qui le souhaitait, c'était parce que c'était les directeurs des EHPAD qui le souhaitaient, c'était parce que c'était les professionnels de santé qui le souhaitaient. Donc que finalement, c'était une stratégie qui a évolué, mais qui reste la même aujourd'hui. Avec au passage un procès fait sur la bureaucratie à la française qui ralentirait et empêcherait la vaccination de se faire rapidement. À ce sujet, j'en profite pour faire un démenti, parce que l'autre jour, nous avons passé l'extrait où Gérard Larcher, le président du Sénat, expliquait que son père avait reçu une note de 58 pages, son père qui est en EHPAD, avant de se faire vacciner. En fait, la cellule Vrai du Faux de France Info a enquêté, et son père n'aurait jamais dû recevoir cette note de 58 pages qui était destinée en fait au directeur d'EHPAD. Voilà, c'est dit. Mais David Delos, oui, on s'est dit, la France a tout raté, on n'a pas le bon vaccin, Sanofi, ils ne sont pas là, on n'arrive pas à vacciner, on n'a pas bien fait sur les masques, on n'a pas bien fait sur les tests. Presque, ça manifestait presque, je me souviens des éditos, le déclassement de la France, cette histoire. Le déclassement de la France, effectivement. Alors, effectivement, quand on remonte un petit peu et qu'on se souvient de ce qui s'est passé au printemps dernier, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas produire des masques sur le sol français, on ne pouvait pas produire de respirateurs sur le sol français. Et aujourd'hui, effectivement, on se retrouve avec Sanofi qui est très en retard sur le vaccin. D'où cette volonté du gouvernement de réindustrialiser, de relocaliser, de remettre des usines dans le pays. Mais ça va prendre du temps. Et est-ce qu'on a le temps aujourd'hui? C'est toute la question. Agnès Ricaribo, alors vous avez été vaccinée en tant que personnel de santé. Oui, tout à fait. Que pensez-vous d'ailleurs de cette... il était temps qu'on vaccine le personnel de santé. Et il y a une polémique sur Valérie Pécresse qui disait mais Jean Castex aussi, il faudrait aussi le vacciner parce qu'il est au moins aussi important dans la lutte contre l'épidémie qu'un personnel de santé. Alors, je ne sais pas si vous avez une opinion là-dessus. Mais... L'opinion, c'est de favoriser la vaccination des gens qui sont en contact direct des personnes qui sont potentiellement qui sont infectées. Et on a quand même un certain nombre de soignants qui ont été contaminés avec des formes graves. Et donc, il y a une logique pour protéger les soignants, mais aussi pour que le système de santé soit en capacité d'affronter une réascension de l'épidémie. Parce que quand il y a un cluster dans un service, c'est compliqué de pouvoir continuer à accueillir les patients et d'augmenter le nombre de lits nécessaires. Ah oui, vous êtes retrouvé en sous-effectif à cause du Covid. Sûr, évidemment, dans beaucoup d'endroits. Donc, il y a un intérêt pour la population globale et bien sûr un intérêt pour les soignants. Et j'imagine qu'il y a un intérêt aussi à montrer l'exemple. Jean-Paul Lamont, si vous dites écoutez, je me suis fait vacciner, je vais bien. Du coup, vos patients, ils vous disent... C'est capital de montrer l'exemple. Et c'est vrai que, alors, de toute façon, moi, je l'ai fait, je me suis fait engueuler parce qu'il dit oui, vous l'avez fait, vous avez privé quelqu'un de 75 ans du vaccin. J'ai dit, je regrette, je suis personnel de soignant. Si je ne l'avais pas fait, on m'aurait traité de trouillard. Donc, si vous voulez, il faut montrer absolument l'exemple. Et puis, il y a quand même quelque chose de positif à ce départ foireux de la vaccination, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, ça crée le désir. On vaccine les pompiers, on ne vaccine pas les policiers, donc les policiers disent pourquoi pas nous. Donc si vous voulez, et puis on se rend compte que le taux... Ce qui est rare et cher, c'est devenu un trésor ce vaccin. Voilà, donc c'est en train de monter progressivement. Les Français opposés à la vaccination sont en train de faiblir et les gens qui disent qu'ils vont se faire vacciner, il faut voir le côté positif de la chose. C'est vrai que ça a changé de braquet le rapport au vaccin. Il faut convaincre les indécis. En fait, on s'est beaucoup polarisé sur les anti-vaccins qui sont minoritaires. La majorité sont les indécis. Et les indécis, ils ont besoin d'être convaincus par les médecins traitants parce qu'ils ont confiance dans leurs médecins traitants, qu'ils soient de ville ou à l'hôpital. Et donc, il y a à montrer l'exemple, mais il y a aussi se protéger. Et le dernier point, c'est dans la difficulté logistique, ce qui serait pas normal, ce serait le gâchis. On a peur, en fait, du gâchis de doses lié au fait qu'il faut vacciner 5 par 5. Effectivement, il faut commander... Dans une dose, il y a dans une fiole de vaccin, il y a 5 vaccins possibles. Voilà, 5 exactement, 5 doses. Et donc, il faut répertorier les personnes qu'on va vacciner, qu'on soit sûr qu'ils vont venir pour se faire vacciner et qu'il y ait le nombre de commandes et de décongélation en adéquation avec le nombre de patients attendus. Et donc, c'est toute cette difficulté-là qui fait qu'ils ont préféré avoir des centres regroupés. Et nous, on a monté un centre où on appelle les médecins généralistes libéraux. Ils
sont venus se faire vacciner avec nous, les régulateurs généralistes au centre 15 avec nous, qu'ils soient libéraux ou hospitaliers, on s'est fait vacciner ensemble. Et dans le centre de vaccination hospitalier, les libéraux sont invités à venir nous aider de la même façon pour que cette coopération ville-hôpital qui a si bien fonctionné pendant la vague se continue aussi pour la vaccination. Et on imagine que vous avez les doses en nombre suffisant, parce qu'il y a eu 45 000 doses administrées, mais on aurait en stock en France 1 million de doses. Donc, Au jour d'aujourd'hui, on a les doses. On a une certaine inquiétude du risque de se retrouver en pénurie de doses lorsqu'on va ouvrir au grand public, ce qui va se faire là. Plus de 75 ans d'ailleurs, à partir du 10 janvier ou 20 janvier. Mais pour le moment, en tout cas, on a toutes les doses qu'il faut pour vacciner le public cible. Alix Bouillaguet ? Non, ce qui est intéressant sur cette défiance, c'est toujours de regarder ce qui se passe ailleurs, et notamment en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, parce que pour le coup, la vaccination, elle a commencé il y a plus d'un mois et demi. Enfin, ils ont beaucoup plus de recul que nous. Là-bas, il y avait aussi de la défiance vis-à-vis de ce vaccin, qui était moindre que chez nous, mais il y en avait aussi. Et en fait, on s'est tout simplement rendu compte que, au fur et à mesure de la vaccination, cette défiance, elle déclinait. Donc, la vaccination, c'est la meilleure des promos possibles pour le meilleur antidote à la peur. Exactement. Et que en France, on va assister, c'est-à-dire que il suffira qu'on commence à aborder une possible pénurie pour que tout d'un coup, des milliers de Français se disent et moi, et que vous soyez envahis pour se faire piquer à tour de bras. C'est quasi certain. Alors, Alix Bouillaguet, cette polémique, là, Jean Castex, doit-il, oui ou non, se faire vacciner hier? Valérie Pécresse disait il est au moins aussi important que le docteur Hamon dans la lutte contre l'épidémie, le Premier ministre. Oui, puis au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a une vertu, la vertu première, c'est l'exemple. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas que tous les dirigeants européens se soient fait vacciner devant les caméras. On a vu Kamala Harris, la vice-présidente américaine, on a vu Joe Biden, on a vu Boris Johnson, on a vu tout le monde. Et pourquoi nous, en France, sous prétexte, parce que de dire « mais on volerait la dose de quelqu'un parce qu'on n'est pas forcément, c'est ce que dit Olivier Véran, dans la zone d'âge », non, il y a une vertu d'exemplarité. Et effectivement, Brigitte Macron, pour le coup, devrait se faire vacciner devant les caméras. Et ça créerait, là aussi, une émulation, une envie. Alors, d'ailleurs, l'idée, c'est qu'une fois vacciné, certains disent on pourrait avoir un passeport sanitaire. D'ailleurs, je crois que les compagnies aériennes exigent, c'est la compagnie Qantas, David, qui dit ceux qui se sont vaccinés peuvent prendre l'avion chez nous sans aucun problème. Certains restaurateurs se réjouiraient aussi qu'on puisse instaurer ce passeport sanitaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le vaccin, on peut librement aller au restaurant. Et on pourrait librement, pourquoi pas, aller au théâtre. Alors, je dis ça parce qu'il n'y a pas, on l'a appris hier, même si on s'en doutait, pas de réouverture de théâtre avant la fin du mois. En visioconférence, on part à Vichy. On part retrouver Sylvain Bertrand-Lamy. Bonjour monsieur, vous dirigez le petit théâtre impérial à Vichy. Donc vous l'avez appris hier soir, j'imagine que vous ne vous faisiez pas beaucoup d'illusions. Il n'empêche, l'entendre, ça doit être rude psychologiquement parce qu'on se prépare en disant on ne sait jamais. On nous avait promis une réouverture à partir du 7 et puis finalement, badaboum, non, on continue d'attendre. Alors c'est vrai que ce n'était pas vraiment une réouverture, c'est une clause de revoyure que Roselyne Bachelot avait bien stipulée. Maintenant, il est vrai qu'on s'y prépare, on sait que ça va être très compliqué pour les semaines à venir. Même si j'entends encore Roselyne Bachelot, je crois sur votre antenne, qui disait très clairement qu'au fond, elle espérait peut-être début février, sans engagement, toujours encore avec beaucoup de précautions. Mais il ne faut pas se voiler la face. Enfin, on sait que pour les théâtres, ça va être très, 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 très compliqué. J'entends même quelques directeurs de théâtre à Paris qui pensent uniquement rouvrir à partir du mois de septembre pour être sûr d'ouvrir définitivement, excepté s'il y avait un autre variant d'ici là qui prend le relais. Enfin, on se prépare à tout, en fait. Je ne veux pas dire qu'on est résigné, ce serait exagéré, mais on se dit quand même le manque d'horizon que nous avons, malgré toutes les précautions qu'on prend, même si, fait qu'au bout du compte, on est un peu résigné. Alors on se bat, on essaie d'aller de l'avant. Je vois quelques-uns de nos confrères qui sont vaccinés publiquement pour essayer de dire regardez, on fait le nécessaire. Vous parliez de passeport sanitaire, oui, c'est clair, ça pourrait être une possibilité. Maintenant, imposer un vaccin, ça va être très compliqué. Puis quand j'entends sur votre plateau le docteur Hamon parler qu'on entre comme ça sur le territoire à volo, sans test, enfin en tout cas avec des restrictions qui sont quand même assez légères par rapport à d'autres pays.
Je me dis que oui, c'est ça. On est quand même un peu inquiet. Vraiment. Alors justement, inquiet. Sylvain Beltran-Lamy, vous parliez de l'étranger. Je vous propose d'aller voir à Madrid. À Madrid, figurez-vous, les théâtres, mais aussi les musées, les cinémas, tout ça est ouvert alors que l'Espagne est durement frappée par le virus. Tout ça est ouvert parce qu'il y a des mesures sanitaires prises dans les théâtres. Je vous propose de regarder ce reportage donc à Madrid. Vous allez voir, très spectaculaire, de Camille Gutin et Régis Maté. Non, vous ne rêvez pas. Comme tous les soirs depuis le mois de juin, plusieurs centaines de personnes assistent au Don Giovanni de l'Opéra de Madrid. Une ville qui a gardé toutes ses salles de spectacle ouvertes. Mais pour accéder ce soir à la représentation, chaque mélomane passe d'abord sous un détecteur de température. Tout y est analysé en détail sur cette tablette. Si quelqu'un a plus de 37,5 degrés, il y a une alarme qui se déclenche. Masque obligatoire, un fauteuil laissé libre entre chaque groupe de spectateurs et des lumières ultraviolettes, conseillées par les médecins pour désinfecter la salle après une représentation. 1 million d'euros investis au total, de quoi rassurer le public. Moi, je me sens complètement en sécurité. J'ai le sentiment que toutes les mesures sont bien respectées. Je n'ai pas hésité avant de venir. Il y a les masques, on a des fauteuils de vide. C'est suffisant. Dans la fosse, l'orchestre aussi respecte les mesures sanitaires, comme ces vitres ici, entre ses musiciens. Pour eux, l'espace a même été agrandi. 2 rangées de sièges ont été retirées de la salle. Dans les coulisses, les masques sont enlevés juste avant d'entrer sur scène. Les acteurs sont testés toutes les semaines, comme l'opéra. À Madrid, toutes les salles de spectacle, les cinémas, les musées ont rouvert depuis le mois de juin. Une décision audacieuse mais assumée, prise avec les autorités sanitaires. Nous, on a estimé que c'était nécessaire d'ouvrir petit à petit. On est toujours en lien avec les autorités sanitaires. On analyse chaque jour ce qui se passe dans les salles, on regarde le comportement des gens. Et je pense que ça fonctionne. On est en train de constater qu'il n'y a pas plus de cas de contagion dans la culture que dans le reste de la population. Un choix économique aussi dont ont directement bénéficié les musées. En réduisant le nombre de visiteurs de moitié, ils ont pu rester ouverts et maintenir ainsi une partie des emplois. Sylvain Beltran-Lamy, j'imagine que quand vous voyez ce reportage, vous en voulez au gouvernement. Alors même si le gouvernement vous répond oui, mais on vous aide à traverser la crise. Oui, c'est ça. C'est ça, vous avez bien résumé cette situation, c'est le fait que oui, on a cette amertume, ce côté un peu, vous n'êtes pas essentiel, etc., etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. La seule chose, c'est que oui, on a des aides, mais surtout depuis le mois de décembre. Avant, c'était un fonds de solidarité de 1 500 €, c'est valable pour beaucoup de sociétés de production. Quand on est 2 gérants dans une société, vous imaginez, on divise par 2 1 500 €, vous voyez ce qui nous reste, sans parler des charges. Là, depuis le mois de décembre, ça a bien changé. C'est-à-dire qu'on prend en considération votre chiffre d'affaires dans sa globalité à une hauteur de 10 000 € maximum, mais ça nous aide pour les petites sociétés de production, ça nous aide vraiment. Donc ça, c'est une aide vraiment qui est vraiment capitale. Maintenant, oui, quand on regarde ce reportage, on se dit oui, on peut le faire, on peut vraiment le faire. On prend toutes les précautions sur les plateaux, dans la salle, c'est rangé par rangée. Quand on part, c'est pareil, on commence par le début et termine par la fin. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais oui, on peut vraiment y arriver. Donc c'est pour ça que je m'accroche à cet espoir en me disant oui, peut-être que février, mars, avril, on pourrait éventuellement rouvrir. Mais je pose la question directement sur votre plateau au docteur Hamon. On entend souvent parler d'un reconfinement qui est latent, qui est vraiment là, qui est là quelques jours, quelques semaines. Est-ce que oui ou non, on doit éventuellement s'attendre à un reconfinement c'est ce qu'on entend. J'aimerais avoir l'avis d'un professionnel. Alors, Jean-Paul Hamon, oui, un reconfinement, votre boule de cristal. Là, je ne suis pas Madame Soleil. C'est vrai qu'on peut être inquiet justement sur les Anglais et sur le variant qui va peut-être faire redémarrer la chose si on ne prend pas de mesures plus drastiques. Donc c'est clair que là, pendant tout l'hiver, jusqu'au mois de mai, la pluie totale, quoi. Allez, un grand merci en tous les cas, Sylvain Beltran-Lamy. Et on reviendra dans votre théâtre, le théâtre impérial à Vichy, dès que ce sera rouvert, on espère, début février. Merci. Alix Bouillaguet, à l'instant, Dépêche AFP, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonce l'achat supplémentaire
de 300 millions de doses Pfizer. On a l'impression qu'il y a une citoyenneté européenne avec cette crise, avec cette épidémie. On est un peu tous ensemble. L'Europe existe. Oui, en tout cas, dans cette crise, c'est vrai que c'est la première fois avec cette stratégie d'achat vaccinal groupé, organisée par Ursula von der Leyen, qu'on a senti qu'effectivement, on appartenait à l'Europe et qu'elle a essayé finalement de répartir tout ça et puis qu'il n'y ait pas la course à l'échalote, la course aux produits, la course à celui qui serait livré, qui ne serait pas livré. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais après, il faut toujours avoir une petite polémique d'avance et il faut regarder ce qui se passe outre-Rhin, c'est-à-dire en Allemagne. Les Länders, en ce moment, sont en train de se retourner un peu contre Angela Merkel en lui disant « Mais comment vous avez pu vous laisser totalement phagocyter par l'Europe pour faire vos achats de vaccins ?» Parce que eux, ils ont vacciné très vite. Donc ça veut dire qu'ils sont en train d'arriver à cette pénurie. Certains vaccinodromes ne peuvent plus vacciner faute de doses aujourd'hui. Donc c'est la petite musique qu'on entend, c'est-à-dire « Ok, l'Europe, c'était très bien, mais il fallait aussi précommander il y a des mois. » Si on l'avait fait seul, on serait peut-être mieux débrouillé, c'est ça ? En tout cas, le complément, l'un n'empêchait pas l'autre. L'Europe, certes, mais les pays propres également. On refera une émission sur la stratégie européenne une fois que tout ça sera aplani. Autre profession déçue hier soir, ce sont les professionnels du ski. Donc les stations resteront fermées. Alors même s'il y a une clause de revoyure le 20 janvier pour le ski, je vous propose de regarder ce reportage avec nos équipes en région au Val d'Alos. C'est dans les Alpes de Haute-Provence. Ils étaient prêts à enfin pouvoir skier, mais le télésiège part sans eux. L'ouverture était symbolique, les remontées restent fermées. Mais merci beaucoup et désolé encore, mais voilà, je peux rien faire pour vous. Une situation qui devient dramatique. Au Val d'Alos, 1000 emplois directs et indirects sont impactés. Les pertes financières s'intensifient. On n'a pas l'impression d'être considéré, on passe en deuxième plan. Je comprends, la situation elle est difficile et délicate, mais on a quand même un protocole qui a été accepté. Et puis ce que l'on peut voir dans les pays où les stations de ski sont ouvertes, on n'a pas vu, on ne voit pas de cluster. Parmi les soutiens à cette économie de montagne fragile, des skieurs. On a une station qui est immense, qui est enneigée, avec toutes les fonctionnalités qui font que on peut pratiquer notre sport avec grand plaisir. On est en plein air, on n'est pas dans des bouches de métro, on n'est pas dans des supermarchés tous les uns sur les autres. Donc on porte tous des masques ou des cagoules et je trouve absurde qu'on n'ouvre pas ces remontées mécaniques afin que les gens puissent faire un petit peu d'activité de plein air. Dernière chance pour les stations, une éventuelle ouverture le 20 janvier. Après, il sera trop tard pour sauver la saison. Alors Agnès Ricard-Ribon, on entendait ce skieur dire c'est absurde, on est en plein air de ne pas rouvrir les stations. Il y a le risque de rassemblement de population qui favorise la contamination, mais il y a aussi et surtout le donc risque... dans les appartements Oui, ce sont des petits appartements, des gens qui se regroupent, qui ne sont pas forcément dans des bulles sociales. Mais il y a aussi et surtout le risque de saturation des hôpitaux qui sont déjà en tension du fait du Covid et qui risqueraient d'être en tension avec en plus la filière de patients traumatisés. Et il faut les gens qui chutent à ski, etc. Voilà, on se casse avec des formes graves et des formes aussi moins graves, mais qui nécessitent les plateaux techniques hospitaliers. Et donc, il faut s'assurer que les établissements de santé qui sont dans ces régions-là sont en capacité d'absorber les deux flux de patients, les patients Covid et les patients non-Covid traumatisés. Et donc, c'est... c'est comme toujours, il y a un risque. Le curseur n'est pas facile à trouver. D'autant, Jean-Paul Hamon, la Haute-Savoie devrait passer dimanche soir, si je ne me trompe, en couvre-feu à 18h. Pourquoi, à nouveau, le virus frappe d'ailleurs l'Est de la France, qui avait déjà payé un lourd tribut lors du premier confinement? On n'en sait rien, mais l'argument, effectivement, le seul argument valable, c'est le risque que les hôpitaux soient submergés par les traumatismes divers et variés liés au ski. Par les skieurs qui tombent. Parce que franchement, fermer les télésièges, alors qu'on n'a aucune chance d'attraper le virus sur un télésiège, et les gens, ils vont à la montagne, et à la montagne, les appartements sont petits, les gens sont entassés, il y a des lits superposés, etc. Donc c'est dans l'appartement que vous allez vous contaminer, c'est pas à l'extérieur. Donc effectivement, là, un peu de cohérence, ça serait pas de trop quand même. Même si David Delos, là encore, c'est une filière avec des gens... l'inquiétude, c'est que ça n'ouvre pas en février. Absolument, absolument. Je recevais cette semaine le patron de Rossignol, le leader mondial des skis, et il me disait que si on n'ouvre pas en février, ce sera une saison totalement blanche. Le patron de la Compagnie des Alpes, qui exploite 10 stations de ski en France, dit que c'est une question de vie ou de mort, l'ouverture en février. S'il n'y a pas d'ouverture en février, c'est 120 à 150 000 salariés
qui sont mis sur la touche. Il ne faut pas oublier que, outre le fait que ces stations font l'essentiel de leur chiffre d'affaires au moment en plein hiver, c'est aussi pour les saisonniers crucial. Les saisonniers, c'est qui dans ces régions-là? Ce sont des étudiants, ce sont parfois aussi des agriculteurs qui doivent faire cette double activité pour boucler leur fin de mois, pour parfois boucler le budget de toute une année. On est vraiment dans une situation catastrophique pour l'ensemble de ce secteur qui réalise, je le rappelle quand même, 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Et Alix Bouillaguet, on va revoir donc en février, si jamais les stations de ski ne rouvrent pas, des gens partiront à Dubaï, ceux qui le peuvent, mais ce sont ceux qui ont du pouvoir d'achat et qui vont aller dépenser ces économies, non pas sur le territoire français, mais à l'étranger. Oui, c'est vrai qu'on comprend cette frustration et comme vous l'avez dit sur le côté espace en plein air, c'est vrai que c'est parfois une logique qui est difficilement assimilable pour le citoyen et puis surtout pour les acteurs économiques locaux qui ne comprennent pas. Même si je vais trahir un petit secret, vous faisiez des raquettes. Nous, on avait misé sur le ski à Noël, et bien finalement, nous avons fait du patin à glace. On s'y est remis, et puis des raquettes, c'est très sympa. Oui. C'est ce qu'on dit finalement, c'est l'occasion de se réinventer. Oui, se réinventer, sauf que justement, j'en ai justement parlé avec le patron de Rossignol, qui me disait, c'est très bien de découvrir de nouvelles disciplines, sauf que quand vous allez dans une boutique qui loue les skis, vous allez trouver 80% de matériel pour le ski. Agnès Ricard-Ribon, donc on a bien compris, les contaminations du 31, on les verra le 15 janvier. Ouais, c'est la semaine prochaine. Ouais. La semaine prochaine, on croise les doigts. Et après, on verra si on peut partir en vacances en février normalement. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission en direct. Vous restez sur France Info TV. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle émission. Bonne journée.